nous, on va vous montrer à nos amis suisses ce qu'on a fait, nous en France, à partir des usagers. Thomas va pouvoir aller au pupitre. On va vous essayer, Thomas et Fabienne Marcelin vont vous parler de cette expérience. Le titre qu'on leur avait demandé de traiter, c'est « Science avec et pour la société, INSERM et joints sans sucre ajouté ». Alors juste, je vous rappelle cette aventure de joints sans sucre ajouté, qui est une bande de copains. On a Mathilde, qui en faisait partie, qui en fait toujours partie. Il y a 2 ans, on se demande, face à la mâche, etc., qu'est-ce qu'on peut faire. Et on est tous des anciens malades du foie, devenus ou de la NASH, ou de la stéatose, ou d'une hépatite C, etc. Et on se dit, on va faire une expérience collective. Ceux qui ont envie de nous suivre sur Internet, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous mangez, comment vous faites, qu'est-ce que vous avez compris, etc. Acceptez de répondre à un questionnaire. Et la première fois, on était quelques centaines. Ça s'est fait avec 0 budget. C'était vraiment une expérience collaborative, j'ai envie de dire, de démocratie sanitaire directe. Et puis l'année dernière, on l'a refait. Et là, l'INSERM est venu nous rejoindre en disant « on va vous aider, ça nous intéresse, vous récupérez des données, c'est hyper intéressant ». Et sur la ligne de départ, on était 5000 personnes qui ont joué le jeu en disant « on va vous donner des infos sur ce qu'on fait, etc. » Et on veut récupérer des conseils et astuces entre nous. Et alors, ce que moi je trouve passionnant dans ce que vous venez de nous dire, c'est qu'on a redécouvert, nous les associations de patients, qu'on allait mieux dormir si on faisait gaffe et si on était capable de modifier notre comportement alimentaire. On a réouvert les portes de ce que les médecins avaient de l'autre côté. Et je trouve que cette expérience collective, elle est hyper intéressante, enrichissante. On a redécouvert que 15% des patients nous disaient « moi, j'y arrive pas à votre truc, là, j'y arrive pas. J'ai l'impression d'être addict au sucre. J'ai l'impression qu'il m'en faut. » Et ils utilisaient, on a demandé du verbatim, et ils utilisaient des mots d'addict. Je ne peux pas m'en passer, il m'en faut. Quand je commence, je ne peux pas m'arrêter. Et je veux dire, on avait des similarités avec des verbatims de patients alcooliques qui étaient évidents, quoi. Donc on est très heureux d'entendre remettre cette question de l'addiction au sucre. On n'est pas là pour trouver l'explication. C'est vrai qu'aujourd'hui, la science nous dit pour être addict, il faut avoir fait la démonstration sur le cerveau. Je vais me taire, Thomas, promis. On n'a pas l'explication. Nous, on le vit dans nos tripes et on le constate. Donc, merci de votre retour sur ce qu'on a fait là. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Et merci Pascal d'avoir cramé notre sujet complètement. Un autre lien important entre la présentation précédente et ce qu'on a fait avec joints sans sucre ajouté, c'est qu'on a vu que, de fait, vouloir réduire la consommation de sucre ajouté permet de réduire la consommation d'aliments ultra transformés. Et on a vraiment les deux en même temps, donc il y a un double bénéfice. Voilà. Dans cette petite séquence qu'on va faire à deux avec Fabienne, et j'ai compris, c'est dit qu'il fallait qu'on ne traîne pas trop, on va vous parler justement du projet d'études conjointes qu'on a, qu'elle a piloté pour le prochain joint sans sucre ajouté. Je voulais aussi en profiter pour aborder en quelques minutes la vision qu'on avait des relations entre les patients et les chercheurs. Quelle est notre juste place? Comment est-ce qu'on peut faire autrement qu'être de la chair à protocole? Là, je regarde Tariq et je dis, si un jour il y a une médaille pour les cobayes de Beaujon, j'espère que j'aurai la mienne. Comment est-ce qu'on interagit avec les chercheurs? Voilà. Donc pour lancer le sujet, je voulais juste aborder 2 points. Donc un petit rappel historique du positionnement de SOS Hépatite. Hier, Pascal avait convoqué Gandhi. Moi, j'ai trouvé Clémenceau. Chacun ses références. Je suis désolé. Mais quand même, cette idée que la recherche, c'est une chose trop importante pour la laisser au seul chercheur. Je pense que c'est quelque chose qui nous anime depuis le début, y compris donc dans nos statuts. Dès le début, nos statuts... on dit on est une association de solidarité, de défense, mais aussi on ambitionne d'agir en matière de recherche. Et souviens-toi, Pascal, c'était au siècle dernier, donc on avait lancé une bourse de recherche. On gagnait quand même la coquette somme de 2200 €, quelque chose comme ça. Vous vous rendez pas compte, mais c'était une révolution. Donc moi, je me rappelle, j'étais membre du jury avec... Patrick Marcelin, il y avait aussi le professeur Apollon, il y avait 3 malades, 3 médecins et 3 non-malades non-médecins. Et on avait la première bourse de recherche qu'on attribuait, c'est à quelqu'un qui voulait travailler sur la fatigue dans l'hépatite C. Et c'était révolutionnaire à l'époque.
À l'époque, les médecins disaient non, hépatite C, fatigue, rien, circuler, il n'y a rien à voir. Et il y avait ce jeune médecin qui disait je suis d'accord avec les malades, il doit se passer quelque chose. Voilà. C'était la deuxième recherche, d'ailleurs, c'était à Poitiers. Ensuite, c'était le dépistage de l'hépatite C en milieu carcéral. Vous voyez que les questions que se posent les patients, le point de vue du patient est intéressant. Donc là, je vous ai cité quelques exemples interassociatifs, parce qu'évidemment, on a vu avec la présentation de Pascal, de Frédéric tout à l'heure, ce qu'on était capable de faire en matière de recherche, et donc on fait des choses très abouties, mais c'est un mouvement global. C'est des choses auxquelles j'ai participé. Il y a plus de 10 ans, l'Observatoire des restes à charge l'a plongé dans les données du SNDS, qui ne s'appelait pas encore comme ça, pour démontrer que les dépassements d'honoraires étaient fragilisants pour l'accès aux soins. Ça a conduit, n'empêche, à la réglementation des dépassements d'honoraires. Et ensuite, il y a d'autres, et ça, c'était totalement interassociatif. Il y a les diabétiques qui sont très forts, ils ont même monté leur propre petite équipe de recherche avec le Diabète Lab. Ils font des choses assez étonnantes sur la vie quotidienne, et ça va très très loin. Il y a la plateforme Moi Patient qui a été faite par Rénalou, qui fait des très belles études interassociatives aussi. J'ai en tête par exemple l'étude Vivre avec le VIH, vieillir avec le VIH. C'est super intéressant. C'est des questions que si on ne les amène pas, nous, patients, elles ne viendront pas forcément. Voilà. Je travaille actuellement avec France Asso Santé à la création d'un observatoire. Je ne sais pas si vous avez vu ces derniers jours la publication sur les restes à charge invisibles des patients. Ça permet de documenter notre plaidoyer. Donc, il y a plein de choses qui peuvent se faire pour faire entendre la voix du patient. Et donc, c'est bien avec les chercheurs et non pas en parallèle qu'on peut travailler pour faire avancer ces choses. Et c'est un peu dans cet esprit-là qu'on a lancé Juin sans sucre ajouté. Donc, et qu'on va continuer à le faire dans les années qui viennent, sans doute. Donc là, quel est l'intérêt de faire des études dans le cadre de Juin sans sucre ajouté? Alors pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est vraiment... Il n'y a rien d'obligatoire. Participer à Juin sans sucre ajouté, c'est s'engager à essayer de réduire pendant un mois sa consommation de sucre pour faire le point et faire le point avec soi-même. Mais on peut aussi s'engager à participer à l'étude. Et ça fait que, 1, je produis de la connaissance. Ça, c'est quand même bien. 2, en faisant cette expérience personnelle, j'agis pour les autres parce que je partage mes informations et ça va aider le collectif. Et c'est déjà pas mal du point de vue de l'usager, c'est-à-dire que je ne fais pas ça que pour moi. Ce que je fais pour moi va servir aux autres et c'est utile. Et on l'a vu avec Juin sans sucre ajouté, ça renforce considérablement aussi la partie communautaire. J'entends encore Camille Barraud, par exemple, nous dire dans un live Facebook de Juin sans sucre ajouté, depuis que j'ai réduit ma consommation de sucre, donc, je comprends mieux mes patients addicts que j'ai en consultation. Voilà. C'est des choses qui sont importantes. On crée quelque chose en commun en même temps qu'on produit de la connaissance. Je me tombe. Donc là, maintenant, en quelques minutes, avant de laisser la parole à Fabienne, je vais vous présenter les résultats de Juin sans sucre ajouté 2024. Je vous avais présenté ceux de 2023 l'année dernière. Soit dit au passage, étude à laquelle l'équipe de Fabienne du CESTIM n'a pas officiellement participé, mais elle nous a déjà aidés. Elle nous a aidés en nous aidant à améliorer le questionnaire. Comme quoi, les chercheurs, ça peut servir aussi, c'est quand même un métier. Donc, merci Fabienne. Pascal l'a dit, l'année dernière, la première année, on espérait être 100, on est parti à 400, donc on était super contents. Et donc, le premier questionnaire en début de mois, il y avait 400 personnes. Deuxième questionnaire en fin de mois, on en a perdu la moitié. Et il y en a 200 qui ont répondu. Mais sur les 200 qui ont répondu, il y en avait 9 sur 10 qui étaient satisfaits et 10 sur 10 qui disaient « je vais continuer d'une manière ou d'une autre ». Ça ne veut pas dire que 100% des participants ont continué à réduire leur consommation de sucre ajouté, mais ça, puisque les 200 qu'on a perdu de vue, on ne sait pas très bien ce qu'ils ont fait, mais quand même, c'était déjà un résultat suffisamment intéressant
qu'on a présenté d'ailleurs au GIFOD, on a pu faire une communication, ce qui nous a amené, ce qui a facilité les partenariats. Et donc la deuxième année, on a eu le soutien des hépatos, des hôpitaux, de la NGH, de la Fédération des pôles, de la Fédération Addiction, des malades européens. Donc on a bénéficié aussi d'une meilleure couverture médiatique, ce qui fait qu'au lieu de partir avec 400 personnes, on est parti avec 2000. Alors, Pascal dit 5000 parce que on n'était pas obligé de remplir le questionnaire. Il y a 5000 personnes qui se sont mises sur la ligne de départ. Sur les 5000, il y en a 2000 qui ont dit « Ok, je vais jouer le jeu de compléter vos longs questionnaires pour faire avancer la connaissance collective. » Voilà. En 2024, donc 5 fois plus de participants. Toujours, hélas, toujours 90% de femmes. Donc, un âge moyen et médian de 50 ans à peu près. Et finalement, en question de poids, donc on est un peu au-dessus de la moyenne nationale, mais comme on est un peu plus âgé que la moyenne nationale, je pense qu'on n'était pas très très loin. Donc on a un public peut-être un peu plus en surpoids que la moyenne, mais c'est tout. Voilà. Comme on avait plus de monde, on s'est dit cette année, on va essayer de voir est-ce que les choses sont différentes selon qu'on s'est malade ou pas, selon qu'on a une maladie métabolique ou pas, puisque participe au défi qui veut, y compris des gens en parfaite santé. Et donc, on a demandé aux gens, donc c'est du déclaratif, hein, mais on a pu définir un groupe de gens qui disent « Moi, je n'ai aucune maladie de type métabolique ». Et puis, on a essayé de voir s'ils réagissaient différemment des autres. Ce qui est intéressant, c'est que, oui, ils réagissent différemment. D'une part, sur les motivations. Ils sont, vous voyez, c'est la ligne bleue. Donc, ceux qui ne déclarent pas de problème de santé chronique, ils ne veulent pas forcément réduire au maximum leur consommation de sucre ajouté. Ils sont un peu plus nombreux à vouloir juste faire le point. Ils sont un peu moins nombreux, de fait, évidemment, à vouloir... Ils sont même beaucoup moins nombreux à vouloir perdre du poids parce qu'ils n'en ont pas beaucoup à perdre. Donc, les motivations de départ ne sont pas exactement les mêmes. Les pratiques, au moment du défi, ne sont pas les mêmes non plus. Vous voyez que, alors là, c'est inversé, donc les non-malades, les bleus, c'est les malades cette fois. Hein. Donc les gens qui ont une stéatose, j'ai fait un groupe stéatose, obésité, diabète, où là on était dans le métabolique pur, quoi. Les gens malades, donc, ont été plus observants. Hein. Tous les jours, ils ont fait attention, alors que les autres, c'était presque tous les jours. Voilà. Donc, ils étaient donc plus motivés au départ, ils ont mieux joué le jeu. Est-ce que ça marche? Ça a été plus difficile pour eux. On parlait du craving tout à l'heure. Globalement, quand on est malade, on a eu plus souvent des problèmes d'envie irrésistible de produits sucrés. On avait mis la barre plus haut, on a été plus strict et ça a été plus douloureux. Mais bon, les deux groupes ont continué quand même. Et quand on leur demande est-ce que vous continuez, eh ben, c'est bien les malades qui sont plus nombreux que les autres à dire oui, je continue, mais à fond les ballons. C'est-à-dire que autant les non-malades disent je continue, mais bon, je vais faire ça un peu plus light quand même. Les malades qui sont plus motivés au départ, eh bien, ils restent plus motivés à la fin. Et ce que je trouve très intéressant, c'est surtout cette dernière slide, c'est quand on demande ensuite à tout le monde, et au final, est-ce que vous êtes satisfait de l'expérience? Et bien là, tout le monde se retrouve. C'est-à-dire qu'on n'avait pas les mêmes ambitions, on n'avait pas les mêmes motivations, on n'a pas eu les mêmes pratiques, on n'a pas eu les mêmes problèmes, mais à la fin, on est tous super contents. Et là, on retrouve les chiffres de l'année dernière avec des gens qui sont à 90% satisfaits, même si, vous voyez, les malades sont encore un tout petit peu plus enthousiastes. Et nous, on trouve ça très intéressant dans la logique qui est ce sucre ajouté, qui est une opération où on a essayé justement de faire agir ensemble les malades et les non-malades. Pas faire un truc discriminant, pas faire un truc stigmatisant. C'est une opération pour tout le monde, mais où tout le monde peut trouver son bénéfice, même si ce n'est pas le même. On ne recherche pas la même chose au départ, on n'a pas la même chose à l'arrivée, mais on est content. Voilà, c'est ce que je voulais présenter. Maintenant, je vais laisser la parole à Fabienne pour qu'elle nous parle de ses travaux et de son projet, qui est aussi notre projet.
C'est à vous. Bonjour, merci, je suis On ravie met- d'être avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, on entend très bien. C'est nous qui mettons le diaporama? Je pense parce qu'effectivement, je n'arrive pas à le partager. Ah, peut-être, si. Je vois que c'est bon, j'ai l'autorisation. Euh, Est-ce que... Ça va venir. Ouais, moi, je ne le vois pas. Ouais, il faut toujours un petit... Ça a l'air de fonctionner. Bon, plan B? Plan B. Génial, on peut faire le plan B ou pas? Ouais, on fait le plan B. On fait le plan B. Donc il faudra juste nous demander quand est-ce qu'on passe les slides. Très bien. Euh, Voilà. Donc, je suis Fabienne Marcelin, je suis ingénieure de recherche au CESTIM, donc une unité mixte de recherche INSERM IRD Aix-Marseille Université à Marseille. Slide suivante, s'il vous plaît. C'est moi qui bosse, d'accord. Voilà, ok, c'est bon. Voilà. Alors, je voulais déjà revenir sur un petit peu le pourquoi, qu'est-ce qu'on vient faire un peu dans cette histoire au niveau du CESTIM. Donc avec SOS hépatite et maladie du foie, nous travaillons quand même sur des thématiques communes puisque dans mon équipe, l'un des axes de recherche s'intéresse aux hépatites virales B et C, avec des travaux sur l'accès au traitement, des travaux sur la relation entre les comportements et les outcomes cliniques. Donc notamment, il y a une de mes collègues, Patricia Carrieri, et moi-même qui avons beaucoup travaillé sur justement la consommation de café et la fibrose. Donc c'est un petit clin d'œil à ce que le professeur Dufour a indiqué tout à l'heure. Nous travaillons également à présent sur la stéatose hépatique. Et donc, on a des points communs effectivement sur les thématiques avec SOS hépatite. Slide suivante, s'il vous plaît. Nous avons eu la chance et le plaisir d'être invités à des forums précédents, et notamment en 2022 pour présenter un travail qui avait été fait dans le cadre d'une enquête internationale sur la MASL, donc la stéatose hépatique métabolique, et qui indiquait qu'en fait, les personnes qui connaissaient leur niveau de fibrose du foie, donc qui étaient informées de leur pathologie, étaient plus enclins à changer leur comportement et à adopter donc une alimentation plus équilibrée et à augmenter leur activité physique. Slide suivante. Donc, effectivement, comme l'a rappelé Thomas tout à l'heure, nous avons pris contact avec SOS Hépatite à l'issue de la première, du premier défi Juin sans sucre ajouté. Donc on a trouvé, c'est l'une de mes collègues, donc Clémence Ramier, à qui je fais un petit clin d'œil, qui, heu, qui nous a dit: «Mais voilà, effectivement, il y a ce défi, les premiers résultats ont été présentés, c'est vraiment très intéressant et ça serait vraiment bien d'établir un partenariat». Donc on a pris contact avec l'équipe. Ensuite, on a commencé effectivement, à travailler ensemble, à échanger autour, du questionnaire, Jeunes sans sucre ajouté, 2024. Et puis, petit à petit est venue l'idée de vraiment construire au-delà de ces échanges ponctuels un petit peu sur le contenu du questionnaire, de construire un vrai projet collaboratif. Et s'en est suivi donc la rédaction d'un synopsis de projet, qui a été, transmis à l'association. Et puis, dans le même temps, on a commencé à rechercher un financement commun pour pouvoir mettre en place, avec plus de force cette association. Slide suivante. Donc quels sont les objectifs de ce projet scientifique? Donc ça viendrait en fait en complément et dans la continuité de ce que Thomas a présenté tout à l'heure avec les premiers résultats qui présentent les comportements, les ressentis, les expériences des personnes malades et des non malades. Et donc on voudrait s'intéresser à l'expérience du défi Juin sans sucre ajouté et à comparer cette expérience entre les personnes qui sont atteintes de stéatose hépatique et celles qui ne le sont pas. Donc, qu'est-ce qu'on voudrait comparer? On voudrait comparer les perceptions relatives à la consommation de sucre ajouté. Est-ce qu'ils sont la, est-ce qu'ils ressentent le fait qu'ils en consomment beaucoup, pas beaucoup, etc. Comparer les difficultés éventuelles à réduire cette consommation,
mais aussi les changements de comportement qui sont déclarés au cours du défi, comment ces comportements changent au fil du temps, et aussi les effets ressentis, que ceux-ci soient négatifs ou positifs d'ailleurs, de la diminution de la consommation de sucre, des effets sur le sommeil, l'énergie, l'humeur et d'autres domaines aussi. Slide suivante. Donc notre hypothèse de recherche, elle est aussi corroborée par les données de terrain, puisque en fait, on suppose que les personnes qui sont atteintes de stéatose hépatique pourraient être plus sensibilisées à la question de la place des sucres ajoutés dans leur alimentation, mais aussi plus sensibilisées peut-être à leur impact sur la santé du foie, si elles en ont déjà discuté avec leur médecin, et puis peut-être aussi plus motivées et ou préparées à diminuer cette consommation de sucre ajouté. Slide suivante. Alors, qu'est-ce que ça nous apporterait, ce projet collaboratif? Donc, quels seraient les atouts? Donc déjà, une valorisation différente des données collectées dans le cadre du défi. Donc, on pourrait imaginer effectivement, valoriser encore, davantage ces données au travers de publications scientifiques. Heu, Adossé à ça, ça permettrait également une visibilité accrue des résultats obtenus dans le cadre de ce défi. Et puis, ce qu'on souhaiterait faire aussi, c'est approfondir certaines questions, qui nous permettrait peut-être d'identifier des attentes, des besoins aussi, de différents profils, de répondants. Donc on a cité effectivement les personnes malades de stéatose, atteintes de stéatose hépatique et celles qui ne le sont pas. Éventuellement, on pourrait regarder aussi les personnes qui présentent un diabète et celles qui n'en présentent pas. Et dans l'idée derrière, ce serait d'avoir, des pistes de réflexion pour pouvoir mettre en place éventuellement des interventions ciblées ou des projets de recherche, autres, par la suite. Et puis aussi, pour, voilà, l'atout également pour, SOS hépatite et maladie du foie, au-delà effectivement de l'augmentation attendue de la visibilité, ce serait on l'espère, contribuer à faire évoluer le projet afin de toucher, encore plus de publics différents et un plus large public éventuellement. Donc quels sont les défis à relever? Parce qu'effectivement, il y a quand même plusieurs défis, qu'il nous faut, adresser, plusieurs questions. Donc la première chose importante, c'est, le souci de ne pas dénaturer ce défi jeune sans sucre ajouté, qui a été quand même, et Thomas donc le dirait mieux que moi, pensé comme, une expérimentation, une expérience collective et puis un outil de sensibilisation. Donc c'est pas un outil de recherche à la base. Donc il y a un équilibre à trouver là, pour ne pas, en faire finalement, un questionnaire de cohorte ou voilà, ou quelque chose qui serait, pensé comme un outil de recherche classique. Il faut quand même rester dans, cette dynamique collective, ce défi un petit peu fun, on va dire. Et puis, de façon corrélée à cet aspect-là, et bien, pour pouvoir répondre à des questions de recherche, il faut avoir des questions un petit peu précises. Donc il faut, aussi, probablement adapter le questionnaire, essayer d'avoir peut-être des échelles, des choses qui permettent de quantifier les changements, de comportement. Donc ça nécessite d'adapter un peu le questionnaire, mais l'écueil principal, c'est qu'on ne veut pas l'alourdir. On ne veut pas que les personnes se retrouvent avec, 3/4 d'heure des questions à compléter qu'elles soient découragées ou qu'elles n'aient pas envie de répondre à de nombreuses questions ou des questions qu'elles trouvent, trop dérangeantes ou trop embêtantes. Donc on n'a pas envie de perdre les participants en chemin, c'est pas du tout l'objectif. Après, il y a un défi aussi très pratique, des contraintes de calendrier parce que, comme on est dans une dynamique de recherche de financement, les financements, ça passe par des appels à projets comme vous le savez bien et puis on a donc ces contraintes un peu matérielles, et organisationnelles qui viennent se heurter au fait que, juin sans sucre ajouté, évidemment, c'est en juin. Donc il faut pouvoir s'organiser, échanger, travailler ensemble pour pouvoir quand même, à la fois, essayer de répondre, à ces questions scientifiques, mais tout en respectant le calendrier donc de ce défi qui est déjà préétabli. Voilà, donc nous sommes, très, très heureux d'être, associés à ce beau projet et voilà, work in progress comme je l'ai indiqué, sur cette diapo. Eh oui. Merci beaucoup Fabienne. À part ce dernier point sur le financement qui est quand même navrant, je voulais vous dire au nom de l'équipe quand même que nous on a été vraiment super contents quand vous nous avez approchés
Voilà, une équipe Cestim, Inserm qui vient vers nous pour nous dire j'ai envie de travailler avec vous. Ben, vous ne savez pas quel bien ça peut nous faire. On se dit tiens, ben, finalement, ce n'est pas complètement idiot ce qu'on a fait là jusqu'à présent. Alors déjà, merci pour ça, puis merci pour la suite. Peut-être que pour ne pas nous dire si les choses marchent bien, il faudra imaginer des focus différents d'une année sur l'autre. Comme ça, on pourra chercher une chose en 2025 et une autre en 2026. Voilà, mais j'en dis pas plus et je laisse la parole à la salle. Oui, merci pour ces initiatives. Je trouve que c'est très bien. Alors, en soi, juin sans sucre ajouté, c'est déjà une intervention ciblée, parce que vous avez un aspect pédagogique. Est-ce que vous avez prévu d'aller un petit peu au-delà, c'est-à-dire que ces personnes qui ont répondu à votre questionnaire, vous voulez voir s'ils ont changé à terme leur mode de vie? C'est-à-dire, est-ce que vous avez une envie de faire finalement une vision un peu prospective et voir, par exemple, on sait tabac, moi sans tabac, etc. On sait qu'il y a des gens qui arrêtent de fumer. Est-ce que cette initiative se pérennise dans le temps, quoi, finalement? Est-ce que cette diminution des sucres ajoutés va se pérenniser? Et est-ce que la répétition, c'est certainement des interventions ciblées, des joints sans sucre ajouté? Voilà, je pense que ce serait peut-être intéressant d'avoir cette lisibilité. Juste un élément de réponse de mon côté, puis je laisse Fabienne. Nous, on avait déjà fait une étude, un questionnaire à 6 mois. 6 mois, donc en décembre. Donc, en décembre, les gens, globalement, enfin ceux qui nous ont répondu, maintenaient, avaient changé leur comportement, d'achat au supermarché. Donc, il y avait des choses. Alors, 6 mois, on ne peut pas dire que c'est durable, mais on sentait bien qu'il y a un effet qui perdure au-delà de juin sans sucre ajouté. Mais, même si ceux qui ont répondu, effectivement, sont déjà des personnes motivées, vous avez quand même un impact positif de votre Mais la limite du défi pour le moment, c'est qu'on touche au départ des personnes motivées et qu'on ne sait pas encore toucher des personnes qui n'ont pas conscience que le sucre peut être un problème. Et ça, c'est là qu'effectivement, il ne faut pas perdre cet état d'esprit de juin sans sucre ajouté. C'est un outil de dialogue avec le grand public. C'est une porte d'entrée pour entrer en discussion sur, globalement, tout ce qui a été dit par Jean-François Dufour. Fabienne, vous voulez peut-être répondre à la question ? C'est vrai que je trouve très intéressant cette vision sur le long terme, et puis je pense qu'on a des questions aussi partagées sur qu'est-ce qui se passe pour les gens qui abandonnent en cours de route ou qui effectivement réussissent à diminuer leur consommation et puis dans le temps après peut-être reprennent leurs habitudes de vie. Euh, c'est vrai que le questionnaire à 6 mois, c'était vraiment très, très intéressant. On aurait peut-être envie aussi de savoir si les participants à Juin sans sucre 2025 ont déjà participé à d'autres éditions de Juin sans sucre par le passé. Après, effectivement, on n'a pas, pour le moment, l'outil de collecte n'est pas construit de façon à pouvoir identifier les personnes, en tout cas les repérer dans leur participation dans le temps. Euh, donc, c'est quelque chose à laquelle il faudrait peut-être réfléchir, mais voilà, c'est comme le disait Thomas, ça n'a pas été pensé au départ pour pouvoir suivre les gens dans le temps, en tout cas longtemps. On avait fait le choix de ne pas faire d'études de cohorte, de laisser ça aux chercheurs, justement. J'aimerais vous féliciter pour cette étude vraiment très, très intéressante. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous écouter. J'aimerais juste vous faire réagir sur un point. Pour paraphraser Simone de Beauvoir à l'envers, n'oublions pas qu'à moitié des hommes sont des hommes. J'ai quand même été surpris. Vous avez une immense majorité de femmes dans votre cohorte. Enfin, justement pas dans votre cohorte, mais dans votre collectif. Comment est-ce que vous pourriez faire, ou comment voyez-vous la chose pour essayer d'avoir davantage d'hommes participants? Oui, c'est la vraie difficulté, d'autant que les hommes sont plus nombreux à avoir des problèmes avec la mâche. Donc c'est embêtant. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, on a réussi à toucher des gens qui étaient déjà sensibilisés. Et clairement, il manque une étape de sensibilisation. C'est-à-dire qu'en amont de Juin sans sucre ajouté, il y a de l'éducation, de la pédagogie, de la sensibilisation à faire pour que les gens se disent « Ah oui, je suis concerné ». Il y a beaucoup de gens qui disent « C'est pas pour moi ». Et les hommes notamment disent « C'est pas pour moi ».
il y a deux manières de dire c'est pas pour moi. C'est j'en ai rien à cirer de vos conneries, ça c'est une chose. Ou bien de toute manière j'y arriverai pas, c'est pas la peine que j'essaie. Et pour le moment on ne sait pas, on n'a pas trouvé la solution. On sait que c'est quelque chose à faire en amont, mais je dirais c'est comme le mois sans tabac. On va pas tout de suite, ou le dry January, on n'y va pas tout de suite. On y va quand on est mûr. Eh bien il se trouve que les femmes sont plus mûres que les hommes sur ce sujet-là. Si vous avez des idées, je suis preneur. Mais alors, je voulais justement vous demander, est-ce que vous savez si les compagnons, les maris ou les gens qui partagent la vie de ces femmes deviennent motivés? Alors, on a eu des réponses là-dessus. Oui. Comme on a beaucoup de femmes, on a beaucoup de mères de famille, et donc on a posé des questions autour de est-ce que dans votre famille les autres ont participé. Et donc on a deux cas de figure, des conjoints réticents qui voulaient pas en entendre parler et qui voulaient continuer à manger comme d'habitude, mais beaucoup de gens qui ont entraîné l'ensemble du groupe familial, finalement, y compris dans les goûters des enfants. Et ça, Mathilde en sait quelque chose, puisqu'elle a organisé même des goûters sans sucre ajouté. Finalement, ça devient un jeu, hein, c'est ludique. Et donc, on y prend goût, et les enfants aiment bien finalement jouer le jeu aussi. Et les enfants de Mathilde, les premiers, qui ont fait des glaces sans sucre tout à fait formidables. Alors, moi, juste ajouter que dans le séquençage, c'est vraiment du séquentiel. Il y a plein de patients qui sont revenus. Je prends mon exemple perso. La première année, j'ai juste enlevé le sucre de mon café. J'ai dit, j'irai pas plus loin. Cette année, je me suis dit, pendant un mois, je ne vais pas acheter de bouteille de Coca. Il n'y aura plus de soda dans mon frigo. Et putain, c'est dur, quoi. Et ce que j'en ai gardé, j'ai dit, j'achèterai plus des bouteilles. Et je n'ai plus acheté de bouteilles. Et je m'autorise une canette de Coca dans mon frigo. Et je suis passé à une canette semaine. Et l'année prochaine, je verrai ce que je peux faire de plus. Je crois que c'est ça l'idée, c'est de dire on serre la ceinture progressivement et on modifie nos comportements. Et je crois que ça, c'est vraiment une démarche. Et juste une phrase, et tant pis c'est politique et que ça ne fait pas plaisir, et en tant que président de SOS Hépatite, pour moi, c'est vraiment une expérience de démocratie sanitaire, et je suis honteux que notre projet, cette année, ait encore été retoqué par le financement du Fonds national de démocratie sanitaire qui nous a répondu « mais votre truc, ce n'est pas de la démocratie sanitaire ». Ça, c'est juste scandaleux, et je me le dois de le dire en tant que président, et on est à la recherche des financements. Merci Pascal, je voulais le dire justement. Fabienne, sur comment attirer les hommes, vous avez une idée comment faire participer les hommes à l'étude? Non, effectivement, c'est pas facile. Par contre, je trouve la remarque sur l'entourage qui est très, très intéressante. Bon, moi, à mon petit niveau, en fait, j'ai diffusé auprès de mes collègues, etc., l'idée du défi. D'ailleurs, ça a attiré des participants et des participantes. C'était plutôt bien accueilli. Après, je pense qu'effectivement, ça peut être voilà, une espèce d'effet boule de neige en ciblant aussi l'entourage. Mais je pense que c'est un petit peu compliqué quand même. C'est difficile, a priori, de savoir comment toucher l'ensemble des personnes, quoi. Alors, juste pour dire qu'effectivement, les hommes ne répondent pas au questionnaire, mais peut-être qu'ils le font quand même. En fait, on ne sait pas, c'est les gens qui répondent vraiment au questionnaire. Est-ce qu'on a cette mesure d'impact, finalement, des gens qui sont touchés, qui ne répondent pas au questionnaire, mais qui vont être quand même touchés par les 5000 qui, finalement, eux, le font, le questionnaire, et le font. Donc, il y a peut-être une mesure d'impact beaucoup plus importante qu'on ne mesure pas, et qui touche en fait des gens qui disent oui, je le fais et tout, mais bon, le questionnaire, ça me saoule de le remplir ou de le faire ou de m'engager dans la démarche, mais je vais quand même le faire à côté. Et parce qu'ils ont peur de peut-être pas aller au bout, donc ils ne veulent pas commencer à le faire, le questionnaire. Il y a la notion d'échec potentiel de y aller, et qui peut être aussi un frein, mais qui fait qu'on a quand même initié chez eux une certaine prise de conscience de quelque chose pour pouvoir aboutir. Oui, et si la femme est motrice, effectivement, on peut lui dire « t'as qu'à remplir le questionnaire ». Oui, c'est possible. Merci beaucoup.